Bien, chers amis, nous allons pouvoir démarrer si vous le voulez bien. Je vais vous demander, s'il vous plaît, faire la petite recommandation d'usage. Merci de bien veiller à tenir vos micros éteints, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 180e de l'Institut Thomas More. Je salue ceux d'entre vous qui sont sur Zoom et également ceux qui nous suivent sur notre Facebook Live. Vous nous suivez depuis la France, depuis la Belgique, bien sûr, qui sont nos deux ports d'attache, nos deux pays d'implantation, mais aussi depuis la Suisse, l'Italie, l'Allemagne ou le Moyen-Orient. Un grand merci à tous d'être avec nous ce soir. Je salue également nos deux orateurs, Paul Sugy et Olivier Ray, que je remercie d'avoir accepté d'intervenir à notre rencontre de ce soir. Alors, le sujet de notre rencontre, quel est-il? Il est à pas mal d'égards le prolongement de notre dernière visioconférence consacrée au décolonialisme et à la cancel culture que nous avons fait. Vous étiez un certain nombre à être avec nous ce soir-là, à la fin du mois d'avril dernier. Il poursuit en quelque sorte notre exploration de la grande entreprise de déconstruction qui caractérise notre temps. En effet, en matière de déconstruction, on avait déjà fort à faire avec les injonctions sociétales de la théorie du genre et avec l'obsession raciale du décolonialisme. Mais un troisième front s'est désormais ouvert et commence à prendre de l'ampleur, c'est celui de l'antispécisme, qui récuse la notion d'espèce et qui s'élève contre toute discrimination, je mets des guillemets à ce mot, toute discrimination faite aux animaux. Si l'on ne peut que souscrire au meilleur traitement possible fait aux animaux, il convient de se demander quels sont les ressorts de cette nouvelle radicalité qui ne fait pas mystère de vouloir remettre en cause la dignité supérieure de l'homme. Car avec l'antispécisme, la défense des animaux se mue en procès de l'homme et de son humanité. Et il faut bien comprendre, et nous allons le mesurer ce soir, je pense, que ce n'est en rien une vision d'hurluberlu vaguement écolo et végane. Nous aurons d'ailleurs à faire des distinctions importantes entre ces différents termes. Le fait que l'antispécisme soit encore très minoritaire dans nos sociétés occidentales ne doit pas nous rassurer. L'histoire, qu'elle soit celle des hommes ou celle des idées, a toujours été faite par des minorités agissantes et déterminées. Alors, d'où vient ce nouveau courant de pensée déconstructeur qui s'ajoute aux autres? Quels sont ses fondements philosophiques? Que nous dit-il de la mutation profonde du rapport de l'homme à l'animal et au-delà à la nature? Mutations qui sont à l'œuvre dans l'ensemble de nos sociétés occidentales. Comment expliquer qu'une partie significative de la jeunesse le regarde avec sympathie? Et enfin, et surtout peut-être, sur quel fondement bâtir notre réplique dans des sociétés où le cadre anthropologique chrétien est en train de s'effacer et où des notions comme celle de la dignité de l'homme n'opèrent plus guère ou de moins en moins, comme le pointe la chère et bien connue de nos cercles, la chère Chantal Delsol. Alors, ce sont ces questions difficiles et quelques autres, naturellement, que je vais poser à nos orateurs que je vous présente rapidement. Alors tout d'abord, Paul Sugy. Merci, cher Paul, d'être avec nous ce soir. Vous avez 25 ans. Vous êtes ancien élève de la prestigieuse École normale supérieure, diplômé de Sciences Po et journaliste au Figaro. Vous publiez aujourd'hui votre premier livre, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes, aux éditions Talendier, qui constitue une mise au point. Voilà, je le montre bien, j'essaie de faire comme il convient, de faire la pub nécessaire à cet excellent livre. Votre livre donc, constitue une mise au point extrêmement claire, fouillée et précise sur tous les aspects de l'antispécisme. Avant tout sur ses fondements philosophiques et dont nous allons abondamment parler, mais aussi sur ses rapports avec la politique, sa pénétration dans la société. Vous n'oubliez pas non plus la dimension business, qui n'est pas tout à fait négligeable sur ces sujets-là. C'est avec vous que nous lancerons la première question afin de poser les bases de nos échanges de ce soir. Mais avant cela, j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Ray. Je dois dire que je suis particulièrement honoré et heureux de vous accueillir ce soir, cher monsieur, car au risque de vous mettre une minute à la torture, tant votre réputation de modestie est connue, je crois bien que vous êtes l'un des philosophes les plus justes et les plus nourrissants de notre temps.
Je dis philosophe, mais c'est peut-être penseur qu'il faudrait dire, selon la distinction faite par Paul Valéry, car votre double qualité de mathématicien et de philosophe vous permet de poser un regard singulier sur tous vos objets d'étude. Votre grand sujet, on le sait, est la manière dont la science et la technique moderne contribuent, si je puis dire, et sans doute à mal le dire, contribuent à assécher l'humanité de l'homme. Je pense ici à des livres comme L'itinéraire de l'égarement, comme Une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit. Je pense au Testament de Melville, je pense à Une question de taille, Quand le monde s'est fait nombre, et L'heure ou malheur du transhumanisme, qui est le seul, je suis désolé, je me suis mal organisé, que j'ai près de moi et que je vous présente, qui est un livre qui a déjà 3 ans. Mais il faut aussi signaler que vous vous êtes remarquablement essayé au roman avec 2 livres, le bleu du sang et Après la chute. Et puis, je ne peux pas ne pas signaler ce merveilleux livre, le dernier paru, Gloire et misère de l'image après Jésus-Christ, qui, certains penseront que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet de ce soir, mais en fait, si, sans doute. En tout cas, c'est une réflexion splendide sur le statut de l'image dans le christianisme. L'image dans le christianisme qui est, dites-vous, comme la confirmation de l'incarnation, et une réflexion inquiète sur tout ce que nous perdons à nous en éloigner dans un monde saturé d'images, mais d'images qui nous empêchent de regarder comme il convient le monde. Bref, on l'aura compris, je m'exprime maladroitement, mais votre pensée est d'une richesse rare, et vous sachant très attentif aux questions écologiques, et aux questions liées à la relation de l'homme à la nature dans un monde si largement dominé par la technique. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à nos échanges et d'être venu discuter avec Paul Sugy. Mais donc, pour commencer, je l'ai dit, pour poser les bases de notre discussion, nous allons prendre le temps de demander à Paul ce qu'est l'antispécisme, quels sont ses fondements philosophiques, quelles sont ses revendications politiques, quelle est son influence sociale, au-delà des cercles de convaincus, et je le redis, en opérant les distinctions nécessaires avec le véganisme notamment. Cher Paul, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Je dois dire peut-être avant de commencer à répondre à votre question que pour moi, c'est à la fois extrêmement émouvant et en un certain sens intimidant de prendre la parole avec vous ce soir. D'abord parce que d'habitude, quand nous échangeons, c'est plutôt moi qui vous pose des questions lorsque je fais appel à votre expertise pour les colonnes du Figaro. Et ensuite que, cher Olivier Rey, quand j'ai commencé à vous lire, je n'étais encore que lycéen. Je me souviens d'ailleurs que la première fois que j'ai lu un de vos livres, c'était un cadeau qu'on m'avait fait au moment du bac, après le bac en fait, pour me reposer en un certain sens, encore que je ne sais pas si vos lectures sont des plus reposantes pour l'été, après les examens. Et ce livre s'appelait Une question de taille, et je sais qu'il avait énormément contribué à nourrir ma réflexion à ce moment-là. Et ensuite, tous les grands j'essaie de développer dans l'analyse que j'ai de l'antispécisme tiennent en particulier à l'une de vos analyses que vous avez concrétisée avec un titre définitif en appelant cela l'idolâtrie de la vie, mais bien avant ce livre que vous venez de publier, vous aviez de toute façon déjà montré comment est-ce que notre époque tendait à sacraliser la vie au sens de la vie biologique. Et c'est évidemment de cela dont il est question avec l'antispécisme, puisque, et donc j'en reviens à votre question, Jean-Thomas, l'antispécisme, c'est une idéologie qui a inventé l'idée que les frontières qui existent entre les espèces animales, sont un critère désuet au point de vue de la morale. C'est-à-dire que la distinction que l'on fait entre un humain, un cochon, un cheval, et qui tient donc tout entier à la classification, je dirais presque linéenne des espèces, la classification que l'on connaît des espèces animales entre elles, pour les antispécistes, ne doit plus être un critère pertinent car eux en inventent un autre qui est celui de la souffrance. Et même pour être tout à fait précis, la sentience. Je vais essayer de développer chacun des termes un petit peu compliqués. L'antispécisme, comme beaucoup d'idéologies de l'époque, est assez riche en néologismes. Et c'est souvent d'ailleurs une façon de se donner un air très sérieux lorsque l'on veut inventer un nouveau courant progressiste. Et donc la sentience, ça recouvre pour les antispécistes non seulement le fait de pouvoir souffrir, donc d'avoir un système nerveux centralisé qui transmet l'information
relative à la douleur, mais aussi d'une certaine façon une forme de conscience de cette souffrance. C'est un terme qui vient directement de l'éthologie, donc le comportement, l'étude du comportement des animaux. Et on considère par exemple que les animaux sont sentients à partir du moment où ils développent des systèmes réflexes, voire des actions parfaitement conscientes en réaction à la douleur ou pour l'éviter. Donc vous voyez bien que si l'on considère que la sentience est désormais un critère moral, c'est-à-dire que il faut prendre dans notre périmètre de considération, il faut prendre en compte tous les individus sentients et pas seulement les humains. Et bien, à partir de ce moment-là, l'homme se révèle n'être, de ce point de vue, qu'un animal comme un autre. Les antispécistes ont l'habitude d'utiliser une expression qui en dit long sur la façon dont ils considèrent l'homme. Ils ne disent pas les animaux, mais ils disent les animaux non humains. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut en permanence rappeler que même si le langage humain a eu tendance à isoler l'homme du reste du monde animal, eh bien, l'homme n'est qu'un animal comme un autre. Il entretient bien sûr des différences de degré avec le reste du règne animal. Il est plus intelligent, plus développé, beaucoup plus complexe dans son cerveau, dans un certain nombre de caractéristiques biologiques qui évidemment montrent sa supériorité, mais c'est une supériorité de degré et plus de nature. En tous les cas, l'idée même d'une nature humaine est, d'après les antispécistes, parfaitement obsolète. Donc, c'est une idéologie qui, comme souvent d'ailleurs dans le grand champ des combats postmodernes, commence par se définir par rapport à une autre idéologie. C'est-à-dire que l'antispécisme ne dit pas nous sommes une idéologie progressiste, mais ils disent nous luttons contre une idéologie qui existerait depuis la nuit des temps et qui serait donc, vous l'avez bien compris, le spécisme, le fait de discriminer les espèces les unes par rapport aux autres sur le seul critère de l'espèce. C'est-à-dire très simplement de considérer que votre belle-mère a plus de dignité que votre cochon de ferme au motif que votre belle-mère est rattachée à l'espèce humaine et que votre cochon de ferme est rattaché à l'espèce cochon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'antispécisme commence déjà par décrire ce qui était un état de fait, ce que l'on pourrait appeler tout simplement la conception commune, le sens commun, donc à savoir que l'homme aurait plus de dignité que l'ensemble des autres animaux. Il le décrit comme une idéologie, donc ce serait le spécisme. Chez d'autres auteurs, on trouve le mot carnisme aussi, l'idéologie des mangeurs de viande. Et donc, face à cela, l'antispécisme non seulement essaye de mettre à jour une discrimination qui aurait été tue ou passée sous silence au travers de l'histoire des civilisations, mais ensuite de ça, essaye de développer l'antidote. Et donc, c'est pour cela que les premiers penseurs antispécistes, en particulier Peter Singer, qui est probablement le grand père fondateur de ce courant, qui écrit en 1975 le livre qui s'appelle La libération animale et qui deviendra le premier best-seller de la littérature sur le sujet. Donc, il y a de cela une cinquantaine d'années. Les antispécistes sont d'abord dans le registre de la morale. Peter Singer n'est pas, c'est un philosophe moraliste, issu d'une tradition bien précise en philosophie morale qui est la pensée utilitariste. Il se décrit presque comme un disciple notamment de philosophes du 19e, John Stuart Mill, par exemple, ou Jeremy Bentham. Et donc, va prôner non pas un système de pensée, non pas une vision globale du monde, il ne va pas écrire sur l'ontologie de l'homme ou de l'animal, mais il va, à partir de constats qu'il opère sur la réalité des traitements réservés aux animaux, il va développer toute une série de principes et de bonnes actions à mettre en œuvre pour se perfectionner dans son rapport au monde animal. Évidemment, la solution la plus connue, c'est bien sûr l'adoption immédiate d'un mode de vie entièrement vegan, le fait de se passer de la consommation de produits d'origine animale. Bien sûr dans l'alimentation, mais pas seulement, c'est aussi bien sûr le cuir, la fourrure dans l'industrie textile qui peuvent être visés. Et cela va jusqu'à des considérations, d'ailleurs souvent sujettes à controverse au sein de la galaxie animaliste, au sujet du travail des animaux. Certains auteurs développent l'idée que, étant donné que l'abeille est expropriée du fruit de son travail par l'apiculteur, il faudrait aussi s'interdire de consommer du miel, même si quand on mange du miel, on ne mange pas directement la chair de l'animal. Ça peut concerner aussi le cheval de trait. Je me souviens d'une pétition qui avait circulé il y a 1 ou 2 ans
dans je ne sais plus quel village médiéval en France où il y avait des calèches qui étaient proposées aux touristes le week-end et des militants animalistes avaient considéré que c'était ignoble d'exploiter gratuitement, c'est-à-dire de réduire à l'état d'esclavage les chevaux. Bon, et ça va bien sûr dans toutes les directions ensuite. On aura peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, Jean-Thomas, d'aller un peu plus dans le détail. Il y a certaines choses qui peuvent être même grotesques. Hein. On s'est préoccupé assez récemment encore dans un conseil municipal à Strasbourg du bien-être des punaises de lit, bon, pourquoi pas. Les punaises de lit qui sont des animaux liminaires, c'est-à-dire là aussi on a affaire à un néologisme, des animaux qui vivent au contact de la civilisation humaine mais qui ne sont pas domestiqués par l'homme. Et donc ces animaux que nous considérons assez unanimement comme nuisibles sont jusqu'à maintenant exterminés dans des conditions atroces du point de vue de certains militants animalistes. Et il s'agirait de proposer des méthodes plus soft, pourquoi pas une stérilisation forcée, encore que c'est pas tout à fait génial parce qu'on n'est pas certain non plus d'avoir leur consentement, et surtout un déplacement massif de population. Si je comprends bien, ça veut dire que certains élus du conseil municipal de Strasbourg se préoccupent de trouver des logements sociaux pour les punaises de lit. Je referme la parenthèse, mais si vous voulez des exemples. Paul, gardons-la un instant ouverte, parce que dans votre livre, vous racontez aussi, vous donnez la parole à des intellectuels ou des militants qui s'interrogent sur la densité de la vie de certains animaux, parce qu'évidemment, les animaux ont une vie plus dense, si ce mot, et encore, il faudrait le définir, que d'autres, naturellement. Est-ce que vous pouvez vous arrêter là-dessus, sur cet aspect qui est assez étrange? Oui, vous faites une référence à une vidéo d'Aymeric Caron qu'il avait publiée il y a 2 ans, je crois, dans laquelle il invitait, alors depuis, il a dit que c'était humoristique, même si cela me paraissait correspondre assez parfaitement avec la pensée qu'il avait développée jusqu'à maintenant sur le sujet, et dans laquelle il invitait les spectateurs à ne plus écraser les moustiques l'été, à trouver d'autres façons de s'en prémunir. Alors, il y avait... Voilà. C'est bon. Il invitait à trouver des solutions plus soft, par exemple en déménageant et en arrêtant d'installer sa maison à côté des étangs, puisque là, on est sur leur territoire. Non, et donc, du coup, il se demandait effectivement si l'on pouvait considérer que le moustique avait une densité de vie suffisante pour que le fait de mettre un terme à cette vie soit, si ce n'est criminel, du moins moralement inacceptable. Et cela montre que l'antispécisme a vraiment des structures de raisonnement qui sont profondément empruntées à la philosophie morale. On rentre dans une casuistique avec des distinctions de cas. J'ai parfois pu lire des extraits sur lesquels il fallait que je m'arrête 25 fois avant de comprendre exactement d'ailleurs dans le détail quelles distinctions on faisait. Peter Singer lui-même le fait un petit peu parce que lui, il a une approche très capacitaire de la valeur d'une vie. Et c'est ce qui d'ailleurs l'a amené aussi à être un fervent partisan de l'euthanasie, puisque à partir du moment où une vie est diminuée dans ses capacités, elle mérite moins d'être vécue. Donc Peter Singer, de ce point de vue-là, est assez logique en prenant à la fois le respect de la vie des animaux domestiques, des animaux d'élevage, et en même temps l'euthanasie pour les personnes humaines déficientes ou en situation de handicap lourd. Et d'ailleurs, Peter Singer, quand on l'interrogeait sur les expériences médicales, vous savez, qui sont conduites assez souvent sur des animaux de laboratoire, n'hésitait pas à dire qu'il serait probablement plus moral, plus juste, de les conduire sur des êtres humains handicapés ou diminués, plutôt que sur des animaux bien portants. Et c'est là qu'on rejoint dans l'antispécisme ce qu'Olivier Rey a brillamment démontré, c'est-à-dire l'inclinaison de l'époque pour le respect de la vie biologique au détriment de tout ce que la vie humaine comporte d'autres dimensions. Puisque du point de vue strictement biologique, il n'y a probablement rien de plus déplaisant que la souffrance. Or, la souffrance, c'est le critère moral ultime que prennent en considération les antispécistes pour redéfinir le rapport de l'être humain à l'ensemble du vivant. Pour eux, peu importe les différences conceptuelles entre espèces, les aspects de son existence. Ça, c'est à vous de le faire. C'est à moi de le faire, ça. Il suffit de mettre peu importe tout cela, eux résument la morale à l'évitement de la souffrance, et donc toute action est bonne dans la mesure où elle évite la douleur physique pour soi-même ou pour autrui, voire elle est bonne si elle approfondit, elle améliore le bien-être de tel ou tel individu.
avec d'ailleurs une approche extrêmement quantitative. Vous savez, un des dilemmes moraux que les antispécistes aiment bien employer, c'est celui du tramway, qui pose la question de savoir si, par exemple, il vaut mieux dévier un tramway qui s'apprête à écraser une dizaine d'individus pour l'amener sur des rails où il n'y a plus que 2 individus. Et donc, on va se poser des questions parfois extrêmement désagréables, savoir s'il vaut mieux tuer 10 animaux plutôt que 2 humains, bon, etc. Sans rentrer dans le détail, parce que il y a quasiment une encyclopédie à faire sur toutes les thèses antispécistes, tous les débats aussi, parce que tous les antispécistes ne sont pas d'accord entre eux. Parfois, ils rentrent dans des discussions interminables au sujet de tel ou tel argument, de telle ou telle thèse. Donc, sans rentrer dans le détail de tout cela, il faut bien comprendre, en tous les cas, que l'antispécisme est très vite passé du stade simplement moral, qui correspond au début de ce mouvement, avec l'approche de Peter Singer, qui a été d'ailleurs contestée par d'autres auteurs qui ont essayé de récupérer ces conclusions, mais sans utiliser l'approche utilitariste qui présentait à leurs yeux certaines limites. C'est intéressant de voir que via plusieurs types de morales différentes, on a pu malgré tout arriver à des conclusions de nature antispéciste. Très vite, on est passé à une vision plus large de l'être humain en tant que tel, et ensuite de l'être humain par rapport à ses relations avec les animaux. Parce que la morale ne suffisait pas, il fallait une assise philosophique plus importante. Et c'est à ce moment-là, je crois, en tous les cas, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, que l'antispécisme s'est connecté, a rejoint d'autres courants qui, à ce moment-là, évidemment, avaient pignon sur rue à l'université, française ou américaine d'ailleurs, ces fameux mouvements de la déconstruction qui prônaient justement l'effacement des limites conceptuelles. À ce moment-là, par exemple, on se concentrait sur la question du masculin et du féminin. Et il y a eu donc une perméabilité des thèses antispécistes avec d'autres thèses, notamment prônées dans les études de genre. L'un des points d'accroche entre les deux, c'est par exemple la pensée de Donna Haraway, qui était connue d'abord pour son engagement féministe, mais féministe queer, c'est-à-dire féministe qui prônait l'indistinction des sexes, plus que le respect des droits de l'un ou l'autre des sexes. Et Donna Haraway est devenue une fervente militante animaliste. C'est d'ailleurs assez croustillant parce que elle écrit de longues pages sur les relations érotiques qu'elle pouvait avoir avec sa chienne de compagnie, considérant que puisqu'elle entretenait des relations mutuellement satisfaisantes avec un animal, c'est donc que la différence entre elle et sa chienne était plus ténue que ce qu'elle aurait imaginé. Bon, mais au-delà de ça, Donna Haraway prône réellement l'idée que ce que l'on considérait autrefois comme des distinctions naturelles n'ont absolument plus cours et que nous avons construit l'idée d'une royauté de l'homme, d'une suprémauté de l'homme sur la nature, sur le vivant, de la même façon que nous aurions construit également l'animalité dans sa façon d'être considérée comme radicalement étrangère à notre humanité. Et donc que de la même façon que voilà, tous ces rapports-là sont artificiels, sont le produit d'une domination humaine qui s'est auto-légitimée, eh bien, on pourrait les déconstruire, les mettre à bas et réinventer de nouvelles formes de cohabitation. Et je crois que cette thèse-là culmine dans la pensée de Jacques Derrida, probablement incomplète puisqu'il s'est intéressé à la question animale à la fin de sa vie et qu'il n'a certainement pas eu le temps d'aller au bout des intuitions qu'il avait commencé à développer en conférence à ce sujet. Jacques Derrida, pour faire simple, se passionne pour la question du langage et derrière chaque mot ou chaque concept, il essaye de traquer les préjugés inconscients que la civilisation aurait cherché à légitimer en construisant ensuite des mots qui nous garantissent une construction du réel en adéquation avec les rapports de domination que nous avons voulu construire. Et donc, il va déconstruire, selon cette méthode-là, notre rapport langagier à l'animal. Il va relire un certain nombre d'extraits littéraires fort connus, y compris jusque dans les fables de La Fontaine, en montrant que voilà, l'homme a essayé de s'inventer une vision avilissante de l'animal pour refuser de l'entendre. Il y a un passage très drôle dans l'une de ses conférences où il dit souvent je regarde mon chien, d'abord il explique qu'il a honte d'être nu devant son chien, et il dit j'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose, mais que je ne sais pas l'écouter parce que je me refuse d'interpréter ce qu'il a à me dire. Et donc ensuite il va essayer de chercher quelle serait la façon la plus juste d'entendre et de comprendre le langage des animaux, qui serait donc différent du nôtre, mais tout aussi légitime et audible que le nôtre.
Bon, et puis ensuite, et ça nous intéressera probablement, parce que je crois que vous avez l'intention de nous poser des questions un peu plus précises là-dessus, après le stade moral et le stade philosophique au sens plein du terme, l'antispécisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est entré pleinement dans l'âge politique. C'est-à-dire que non content de réinventer notre rapport à l'animal en théorie, il prétend à présent le faire en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, il le fait de manière parfois plus subtile. C'est-à-dire que les associations qui aujourd'hui luttent pour les droits des animaux ne se revendiquent pas toutes de l'antispécisme, ou pas toutes avec la même intensité. On fait d'ailleurs traditionnellement la différence entre les militants qui sont welfaristes, donc qui prônent simplement une amélioration du bien-être des animaux, et ceux qui sont abolitionnistes, c'est-à-dire ceux qui veulent abolir l'exploitation de l'animal par l'homme sous toutes ses formes. Mais ce stade politique, rusé, puisqu'il s'agira d'aller petit à petit, pas à pas, vers une abolition, mais en utilisant l'émotion que peuvent susciter certaines images scandaleuses ou certaines pratiques inadmissibles, notamment dans la filière viande ou dans l'agriculture en général, dans la chasse par exemple. Ce stade politique passe par une offensive qui n'est plus seulement intellectuelle comme elle l'a été pendant de longues années, mais qui est aussi juridique, qui est aussi parlementaire. Les observateurs attentifs du débat parlementaire de ces dernières années ont vu que les projets de loi ou les propositions de loi qui portent sur la question de l'animal se multiplient. Il y en a actuellement une qui est à l'examen et qui fait la navette entre les deux assemblées et qui, d'ailleurs, c'est intéressant, ne se préoccupe pas seulement du bien-être des animaux. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va établir de nouvelles normes sur la densité maximale que peut atteindre un élevage de vaches, par exemple, vraiment relatif au bien-être de ces vaches, pour être certain qu'elles ne soient pas parquées dans un espace trop restreint. Là, on est dans la question du bien-être. En revanche, quand on va interdire les spectacles d'animaux de cirque ou l'ostension de cétacés dans les parcs comme Marineland, dans les delphinariums, on n'est plus seulement sur cette question du bien-être. On est dans la question purement philosophique de quelle est la place juste de l'animal, en l'occurrence de l'animal sauvage, par rapport à l'homme. Est-ce qu'il est encore légitime d'en faire une bête de foire, un vulgaire clown, ou est-ce que, de même qu'on a interdit à 25 ans le lancer de nains dans les spectacles de cirque, il ne faudrait pas interdire pour les mêmes raisons, c'est-à-dire par égard pour la dignité de l'individu, l'ostension d'animaux sauvages dans les cirques. Voilà. Donc, on a vraiment passé ce cap-là. On se soucie maintenant de la dignité de l'animal. Et c'est pas pour rien que dans un certain nombre de séminaires ou de think tanks juridiques, on se pose aussi la question d'une évolution du code civil par rapport au statut de l'animal. La grande revendication des antispécistes, c'est de le sortir du régime des biens pour le faire entrer dans celui des personnes. Ça, c'est très intéressant parce que dire que l'animal est une personne, ça a un sens au plan juridique, mais ensuite, ça a un sens philosophique, ça a un sens civilisationnel. Et commencer par une question très technique de droit, à laquelle d'ailleurs peu de monde prêtera une oreille attentive, c'est une façon aussi insidieusement de préparer les esprits à une transformation radicale de notre rapport à l'animal. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une instrumentalisation réelle d'un certain nombre de sujets d'ailleurs sur lesquels le politique a toute légitimité pour s'exprimer. Mais c'est instrumentalisé ensuite pour faire évoluer le rapport plus général que nous entretenons avec les animaux. L'objectif étant, comme l'antispécisme l'annonce par le terme même qu'il utilise pour se définir, l'objectif étant d'abolir les frontières entre les espèces. Le titre que j'ai choisi pour mon livre, c'est l'extinction de l'homme. Il ne s'agit évidemment pas d'un suicide collectif de l'espèce humaine au sens d'une extermination, mais il s'agit d'une abolition de l'humanité comme catégorie pertinente pour penser notre rapport à l'égard du monde qui nous entoure. Appartenir à l'humanité ne sera pas considéré, à partir du moment où l'antispécisme aura triomphé dans tous les esprits, ne sera pas considéré comme pertinent pour penser ce qu'est l'homme, ce qu'est l'animal et quelles sont les relations qu'ils doivent établir entre eux. Merci Paul. Et effectivement, nous parlerons des aspects politiques, mais avant cela, on va avec Olivier Ray rester dans le domaine philosophique. On a envie de vous entendre sur cette nouvelle pensée, enfin nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça, d'ailleurs, Paul nous le rappelle, elle a 50 ans, mais qui aujourd'hui émerge de plus en plus. Et comme point de départ, je voudrais vous rappeler, cher Olivier Ray, qu'au moment de la parution de votre livre, dont j'ai parlé tout à l'heure, L'heure et malheur du transhumanisme, donc en 2018, vous aviez dit que les animalistes et les transhumanistes partageaient un commun refus de notre animalité. Vous étiez parti de là. Est-ce qu'on pourrait vous demander ce que vous entendez par là
Et ensuite, comment son animalité, puisque nous sommes bel et bien des animaux, comment notre animalité se conjugue-t-elle à la singularité de l'homme dans la nature? Merci beaucoup. En préalable, je veux tout d'abord vous remercier de votre intervention à intervenir ce soir. Je vous remercie d'autant plus que quand je vous avais donné mon accord, je n'avais pas encore lu le livre de Paul Sugy sur l'extinction de l'homme, que j'ai découvert et que j'ai plus que lu, que j'ai étudié de très près, et qui est vraiment passionnant et qui touche à un sujet qui pourrait encore aujourd'hui sembler un petit peu marginal, et comme le souligne très bien Paul Sugy, ce n'est pas un sujet marginal, et en particulier parce que c'est un point de condensation de beaucoup des courants qui traversent le monde actuel et qui le décomposent. Alors, pour enchaîner sur votre question, pour être tout à fait précis, je n'ai pas dit exactement que les transhumanistes et les animalistes se rejoignaient dans un refus de notre animalité, mais qu'ils ont en partage une détestation de la chair, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui n'est même pas du tout la même chose. Alors, la détestation de la chair, c'est quelque chose qui est très clair chez les transhumanistes, qui rêvent d'un corps qu'on pourrait dire désincarné au sens propre du terme, c'est-à-dire justement qui n'est plus un corps charnel, mais qui serait un corps recomposé où l'organique s'efface au profit du machinique. Mais c'est aussi le cas chez les animalistes, parce que le rejet de toute violence envers les animaux se donne comme émanant de la sympathie qui est éprouvée à leur égard, mais en fait, ce rejet de toute violence envers les animaux, chez les animalistes et les antispécistes, il provient également de l'antipathie éprouvée par ces gens à l'égard de notre propre caractère charnel, et ce caractère charnel qui fait qu'on ne vit pas uniquement d'air et de lumière, mais aussi de nourriture plus consistante, dont la substance d'autres animaux fait partie. L'être humain est un être omnivore, donc il ne mange pas que de la viande, mais il mange aussi de la viande. Et finalement, dans le fait de manger de la viande, un certain nombre de gens ils voient un rappel qu'ils jugent très désagréable du fait que nous ne sommes pas des anges, mais des êtres de chair et de sang. Et dans l'animalisme, je crois qu'il y a à l'arrière-plan une aspiration à une sorte de condition angélique. Alors, évidemment, on est bien obligé quand même, quand bien même serait-on vegan ou végétarien, de manger. Mais disons que chez ces personnes, il y a l'idée que l'idéal, ce serait de ne pas manger du tout. Et comme on ne peut quand même pas manger du tout, en fait, au moins ne pas manger d'animaux, parce que c'est en mangeant la chair des animaux que cela nous rappelle le plus que nous sommes nous-mêmes des êtres charnels. Et je crois que cette aspiration à une condition angélique est très active dans ces courants animalistes et antispécistes, bien qu'elle demeure dans l'ombre, et précisément parce qu'elle demeure dans l'ombre. Alors, ce que l'on peut dire ensuite, c'est qu'une telle aspiration humaine à la condition angélique est extrêmement ancienne, qu'elle est peut-être aussi vieille que l'humanité, qu'elle a pris des formes très différentes au cours de l'histoire. Elle a marqué en particulier tous les mouvements qu'on a qualifiés de gnostiques. Les mouvements gnostiques, ce sont des mouvements qui voient un partage radical entre le bien et le mal, et qui voient le monde matériel comme étant le monde du mal, le monde spirituel comme étant le monde du bien. Et alors pourquoi parle-t-on de gnostique? Parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient que grâce à une certaine connaissance, gnosis en grec, qui a donné gnose, donc grâce à une certaine connaissance, eh bien, l'esprit humain pouvait échapper de sa prison charnelle pour se libérer et vivre uniquement dans le monde de l'esprit. Alors, une question, donc encore une fois, les mouvements gnostiques
ont fleuri dans les premiers siècles du christianisme. C'était des mouvements qui faisaient la distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament qui avait créé le monde, mais un monde matériel donc mauvais, et le Dieu du Nouveau Testament, incarné dans le Christ, et qui lui serait venu sur terre précisément pour nous apprendre à la façon dont nos esprits pouvaient se libérer de la prison charnelle. Alors l'Église a dû lutter des premiers temps, et même au fil des siècles, a dû lutter assez âprement contre ces mouvements gnostiques sans cesse résurgents. On peut dire, on aurait pu avoir l'impression qu'elle avait gagné la bataille, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la modernité, énormément de ce gnosticisme revient, mais sous une forme qu'on ne reconnaît pas immédiatement parce qu'elle ne prend plus une forme directement religieuse, même si en creusant un peu, on peut retrouver beaucoup de thèmes religieux dans des mouvements aujourd'hui animalistes et antispécistes. Alors, une question que l'on peut se poser est pourquoi précisément cette aspiration à la condition angélique, on pourrait dire, peut prendre la forme animaliste avec des guillemets ou antispéciste aujourd'hui. Alors, je vois deux facteurs importants qui rendent le terrain actuel propice à l'animalisme en général et à l'antispécisme en particulier. J'emploie le terme animaliste pour désigner un souci extrême pour la cause animale, et l'antispécisme qui est le fait de considérer, comme Paul l'exprime très bien dans son livre, le fait que la domination des hommes sur les autres espèces animales s'apparente au racisme à l'intérieur de l'humanité, de domination d'une race sur d'autres. Alors, ce qui rend le terrain aujourd'hui propice à l'animalisme, à l'antispécisme, je pense qu'un des premiers facteurs, c'est un facteur philosophique qui tient à l'incapacité moderne à penser correctement le vivant. Et de ce point de vue, il faut bien se dire que la pensée antique et médiévale était bien supérieure à la pensée moderne. Alors, on peut prendre comme référence Aristote. Bon, Aristote, il distinguait au moins trois types d'âmes, trois grands types d'âmes, disons. Il y avait l'âme végétative, qui était présente dans tous les êtres vivants, à partir des végétaux. Ensuite, il y avait l'âme sensitive, qui est présente dans les végétaux, qui n'est pas présente dans les végétaux, mais qui est présente dans les animaux. Les animaux ont une âme végétative comme les végétaux, plus une âme sensitive. Et puis, il y a les êtres humains qui, à l'âme végétative et à l'âme sensitive, vont ajouter une âme intellective. Et donc là, alors cette distinction des trois âmes sera reprise ensuite dans la pensée médiévale, en particulier chez saint Thomas d'Aquin, où saint Thomas d'Aquin, soucieux au sein de la théologie chrétienne de garder une unité de l'âme, ne parle pas de trois âmes à l'intérieur de l'homme, mais d'une âme ayant trois grandes facultés, faculté végétative, faculté sensitive, faculté intellective. Et d'après saint Thomas, c'est par la faculté intellective que l'être humain s'apparente à Dieu, qu'il peut en être l'image. Mais vous voyez que dans cette distinction des trois âmes, chez Aristote, ou des trois facultés de l'âme chez saint Thomas, on voit là une capacité remarquable à penser à la fois la communauté des vivants, qui sont tous des êtres animés, et la singularité humaine, puisque l'être humain est le seul à posséder une âme intellective. Et on voit très bien donc cette articulation assez harmonieuse, je trouve, entre à la fois la reconnaissance de ce que nous partageons avec tous les autres êtres vivants et en même temps ce qui nous en distingue radicalement. Et la pensée moderne, en comparaison, est extrêmement pauvre, puisqu'elle va concevoir, à partir du XVIIe siècle, et dans les termes de Galilée, elle va concevoir la nature comme écrite en langue mathématique. Elle va avoir tendance à objectifier entièrement la nature, et de ce fait, l'animal va se trouver, si l'on peut dire, désanimé, contrairement même à un animal. C'est pourquoi? C'est parce qu'il est porteur d'une âme. Et donc, en fait, quand on va du côté de l'animal-machine,
eh bien l'animal n'en est plus un, précisément. L'animal-machine, c'est une contradiction dans les termes, si on veut. L'animal se trouve désanimé et renvoyé du côté des choses. Et cette conception de l'animal a son répondant pratique dans l'exploitation éhontée qui est faite des animaux aujourd'hui dans d'immenses élevages industriels où les animaux sont véritablement traités comme des machines à produire de la viande, des œufs, tout ce qu'on veut. Alors le grand partage moderne entre d'un côté des hommes seuls pourvus d'une âme, c'est les seuls qui sont encore des êtres animés, et de l'autre des animaux qui sont renvoyés du côté des choses, favorise en réaction le déni de l'exception humaine qu'on retrouve à l'intérieur de l'antispécisme. Mais si vous voulez, c'est comme une image et son négatif. Et quand je viens de dire que l'image était mauvaise, son négatif est mauvais également. J'aurais tendance à dire que c'est encore pire. C'est un peu comme si, parce qu'une maison est mal agencée, on se dit on va arranger les choses en retournant la maison. Mais ce faisant, on ne rétablit pas l'ordre, on ne fait qu'ajouter du désordre au désordre. On ajoute encore un degré de désordre à celui qui existait déjà. Et en un sens, l'animalisme est le symptôme que quelque chose ne va pas dans la pensée moderne, mais le remède qu'il prétend apporter aggrave le mal au lieu de le guérir. Et puis pour terminer, j'évoque rapidement un deuxième facteur qui favorise aujourd'hui l'animalisme et l'antispécisme, c'est que pour s'appréhender lui-même, l'homme doit nécessairement se comparer à d'autres êtres pour s'y apparenter et s'en distinguer. Et pendant longtemps, l'être humain s'est conçu comme situé entre les dieux d'un côté, les animaux de l'autre, occupant une sorte de place intermédiaire entre les dieux et les animaux. Et le caractère sensitif était partagé avec les animaux, mais la singularité humaine tenait aussi au fait que l'homme était pourvu d'un caractère intellectif qui pouvait l'apparenter au monde divin. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des hommes dans les pays dits développés vivent dans de grandes villes, ce qu'on appelle aujourd'hui des zones urbaines, qui n'ont plus vraiment le caractère de ville, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et ce qui est le plus présent dans la vie quotidienne, ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des machines. Et donc, c'est donc par rapport aux machines que l'homme va avoir tendance d'abord à se distinguer, parce que c'est ça à quoi il a affaire dans sa vie quotidienne. Et ce sont des machines de plus en plus puissantes, omniprésentes, et que de plus en plus, on dit intelligentes. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce caractère intelligent des machines, mais enfin, du moins, on en parle de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle, vous voyez. Et donc, en fait, l'intelligence, à ce moment-là, n'est plus le propre de l'homme, puisque c'est au contraire ce qu'il va partager avec les machines, et on ne cesse de nous dire que bientôt, les machines, à tous les niveaux, vont faire mieux que nous. Et donc, comment va-t-on, nous, pouvoir nous distinguer par rapport aux machines? Qu'est-ce que nous avons et que les machines n'ont pas? Ça ne va pas être l'intelligence en première approche, puisque il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle intelligence. Mais enfin bon, dans les termes, en tout cas, ça va être l'intelligence, puisqu'on dit que les machines sont intelligentes, que le smartphone est intelligent, que l'ordinateur est intelligent, qu'il y a l'intelligence artificielle partout et qu'elle va bientôt faire mieux que nous dans tous les domaines. Bon. Donc, comment va-t-on se distinguer des machines? Eh bien, par le sensitif. C'est-à-dire que nous ressentons des choses alors que les machines ne ressentent pas. Mais le sensitif, c'est précisément ce que nous partageons avec les animaux. Les anciens et les médiévaux le savaient très bien, qui accordaient aux animaux une âme sensitive. Et donc, en fait, vous voyez, on voit très bien là apparaître la tentation de ne plus voir aucune différence essentielle entre hommes et animaux, à partir du moment où nous nous définissons d'abord par rapport aux machines, et à ce moment-là, par rapport aux machines, nous nous retrouvons dans le même camp que les animaux en tant qu'êtres sensitifs. Ou la pente antispéciste, qui est une pathologie propre à un monde de plus en plus dominé par la machine. Et je pense que antispécisme et omniprésence du smartphone sont deux phénomènes corrélés.
Merci, cher Olivier Rey. Paul, on va rester encore un peu dans le champ de la philosophie. Deux choses. Est-ce que vous reconnaissez, vous aussi, ce que Olivier Rey a dit en commençant, une sorte de refus de la chair dans l'antispécisme? Et est-ce que vous y voyez aussi un dérèglement, comme il l'a dit, ou une mécompréhension de la relation, chez nous, moderne, de la relation de l'homme à la nature et en particulier à l'animal? Oui, j'étais un peu mal à l'aise tout à l'heure, effectivement, à l'idée de l'expression refus de l'animalité de l'homme, parce qu'effectivement, pour le coup, les antispécistes mettent davantage, au contraire, l'accent sur l'animalité de l'humain. Et je comprends bien mieux maintenant, à la lumière des explications qu'Olivier Rey vient de donner, cette idée qu'il développe d'un refus de la chair qui se manifeste dans l'antispécisme, à mon avis, de deux manières. C'est-à-dire que il y a au plan philosophique un refus de la vulnérabilité de la chair. Et d'ailleurs, c'était encore, je crois, la semaine dernière, je lisais un de mes contradicteurs sur les réseaux sociaux qui me reprochait une forme de dolorisme. Parce que j'avais eu le malheur d'écrire que vouloir épargner la souffrance à tous les individus vivant sur Terre n'est pas l'horizon absolu et indépassable de toute forme de morale, et que pour moi, une morale qui se fixe pour seul objectif de lutter contre la douleur est une morale appauvrie, très amoindrie par rapport à ce qui est de l'ordre de la mission ou de la responsabilité de l'homme. Et il me disait, mais c'est... En plus, il devait faire le lien, je crois, avec une interprétation un petit peu hâtive du christianisme. Et il en faisait donc une forme de dolorisme, comme si justement je prônais au contraire la souffrance comme un idéal moral. Pas du tout. En revanche, il me semble que la souffrance est une condition même de l'existence de la chair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la chair sans l'imaginer un jour ou l'autre meurtrie, blessé, et puisque précisément le propre de la chair est d'être corruptible et d'être périssable. Or, l'antispécisme est un refus de la souffrance et un refus de la mort, et c'est en cela que Olivier Rey est visionnaire lorsqu'il fait l'amalgame entre le rêve transhumaniste et le rêve antispéciste, qui l'un comme l'autre souhaite épargner non seulement à l'homme, mais désormais à tous les animaux capables de souffrir, souhaite épargner le désagrément de la douleur et de la mort. En ce sens-là, l'antispécisme est un projet utopiste. Olivier Rey cite la gnose, et on pourrait aussi aller un petit peu plus loin en faisant le lien avec, vous savez, la pensée millénariste qui d'hérésie qu'elle était tout au long de l'histoire du christianisme médiéval, est devenue progressivement une utopie politique à compter du moment notamment où les penseurs de l'humanisme athée, comme l'a si bien dit le père de Lubac, ont repris donc cette idée qui, au fond, ne prônait pas autre chose que l'imminence, l'irruption d'une forme de paradis sur Terre. Et donc cette utopie se traduit par un projet proprement démiurgique qui, chez l'antispécisme, correspond à une forme de rédemption par l'homme de l'ensemble du vivant. Et j'en profite d'ailleurs pour faire cette parenthèse amusante, c'est que l'antispécisme ne prône pas seulement le respect par l'homme des droits des animaux et donc l'abolition des souffrances animales infligées par l'homme, mais peut prôner aussi parfois l'intervention de l'homme au sein de la nature pour empêcher les animaux de se blesser entre eux. Là encore, c'est un sujet qui fait débat parce que beaucoup d'antispécistes se rendent bien compte de la difficulté de l'affaire. Encore que, et en cela ils n'ont pas tort, c'est pas parce qu'une mission est difficile qu'elle n'en est pas moins souhaitable. Et certains vont jusqu'à imaginer comment est-ce que l'on pourrait mettre fin à la prédation, en modifiant le génome des prédateurs, en inventant des safe spaces, des parcs protégés pour les gazelles et dont l'accès serait évidemment interdit aux méchants lions, etc., etc. Vous parlez même, je crois, d'un livre qui s'appelle Zoopolis, où il est évoqué l'idée de tester, d'essayer de convertir les fauves au véganisme. Oui, alors c'est pas dans Zoopolis, en tout cas, c'est chez un autre antispéciste qui s'appelle Thomas Lepelletier. Zoopolis, c'est un peu différent, c'est l'idée, mais c'est marrant aussi, c'est comment est-ce qu'on accorde une citoyenneté aux animaux.
Donc Zoopolis, c'est vraiment la transcription politique de droits concrets dans la cité, j'allais dire dans la cité des hommes, mais dans une cité mixte qui serait partagée entre les hommes et les animaux. Comment est-ce qu'on va chercher des droits positifs pour les animaux? Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai évoqué un projet qui consistait à trouver des droits négatifs, ne pas être mangé, ne pas être exploité, ne pas être ceci ou cela. Et ensuite, le deuxième stade, c'est du droit positif. Donc, il faudrait accorder aux animaux une citoyenneté pour leur assurer une égale prise en compte de leurs intérêts par rapport aux nôtres. Et donc, ça passerait par la citoyenneté, parce qu'on se rend bien compte que parler de droit, c'est un petit peu gênant dans la mesure où on comprend bien que l'animal n'a pas une responsabilité dans le sens où l'homme peut en avoir une, n'ayant pas une conscience politique, en tous les cas pas aussi affirmée que la nôtre. Et donc, la citoyenneté, c'est une notion qui permet de trouver une solution. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, de leur assurer une représentation politique, comme on le fait pour les personnes en situation de handicap ou déficiente, par exemple, etc., etc. Je vois un commentaire qui apparaît dans le chat. Si on parle de droit, on sous-entend l'égalité des droits. Alors, je précise pour faire une distinction quand même, les antispécistes ne parlent pas tous d'égalité des droits entre les humains et les animaux, mais d'égale prise en compte des intérêts. C'est-à-dire que pour eux, on a des droits, on a plus ou moins de droits en fonction de ses intérêts. Ce qui expliquerait d'ailleurs, selon eux, que en fonction de notre statut, nous-mêmes en tant qu'être humain, si on est plus ou moins déficient, etc., on n'est pas exactement les mêmes droits. On peut imaginer que le droit à la préservation de soi soit différent pour l'homme mûr de 40 ans et l'homme sénile de 95 ans. Bon, mais bref, donc les antispécistes prônent, eux, l'égale considération des intérêts, et de cela, ils déduisent des droits qui seraient différents pour les humains, les animaux, et d'ailleurs pour les animaux entre eux, parce que bien sûr, les animaux, on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas tous le même développement, la même densité de vie. Bref, donc tout cela, pour dire qu'il y a un projet démiurgique de régénération de l'ensemble du vivant, qui passerait par l'action morale de l'homme, donc qui passerait par l'intelligence humaine qui, jusqu'à preuve du contraire, est la seule capable de conduire des raisonnements moraux aboutis, mais qui serait donc bien une domestication, voire un refus de la chair, dans ce qu'elle a de plus vulnérable, par l'œuvre de l'intelligence. Tout à l'heure, Olivier Ray, vous disiez que souvent, c'était au nom de principes religieux, alors souvent mal compris et souvent hérétiques, mais que l'on pouvait prôner dans les premiers temps du christianisme un refus de la chair. À l'heure actuelle, les considérations religieuses ont peu ou prou disparu de l'esprit de la plupart de nos contemporains, mais il y a une autre forme de religion moderne qui elle-même s'en prend très violemment à la chair. C'est la science dans sa globalité, et ensuite isolément dans chacune de ces disciplines. C'est-à-dire que le point commun qu'il y a entre le projet antispéciste et d'autres projets postmodernes d'abolition des différences, je pense par exemple aux études de genre auxquelles j'ai déjà fait référence, mais parce que pour moi il y a un parallèle très net entre ces deux formes de raisonnement, c'est que en isolant du reste du champ scientifique une discipline académique, une discipline scientifique d'investigation et de recherche, on en vient à révolutionner notre compréhension de certains phénomènes. Je m'explique. La question sexuelle, la question de la différence des sexes, a été comprise tout à fait différemment à compter du moment où les sociologues, et même d'ailleurs une branche particulière de la sociologie, l'ethnologie, qui étudie les différences de comportements sociaux d'une civilisation à une autre, d'une société à une autre, s'en est emparée. Les sociologues se sont amusés, et c'est d'ailleurs passionnant, à voir que d'une société humaine à une autre, les rôles qui étaient dévolus au masculin et au féminin n'étaient pas les mêmes, que par conséquent, il était absurde de continuer de penser que le masculin et le féminin étaient des notions naturelles, innées, présentes dans la structure même de l'homme avant même sa conception, qui se transmettrait je ne sais comment, de façon génétique, etc. Bref, ils ont aboli l'idée qu'il y ait un ancrage naturel de la différence des sexes au motif que l'observation de la vie sociale montrait des variations très importantes. Certaines sociétés donnent beaucoup plus d'importance aux femmes qu'aux hommes. Dans les nôtres, on avait plutôt tendance à considérer qu'on était une société patriarcale dans laquelle les droits des femmes étaient spoliés au profit des hommes. Bon. Et donc, de cela, ils ont donc déconstruit, selon leurs termes, les comportements masculins et féminins, et ils ont décrété au final que tout cela n'était que le produit artificiel de la socialisation, et que donc ce qui était de l'ordre de la chair, puisque
la différence des sexes ne renvoie pas seulement à des différences de comportement, mais aussi très prosaïquement à des différences génitales, et ceux dès la naissance, étaient finalement inférieurs à ce qui est de l'ordre du comportement social et des interactions entre les individus. Et bien, exactement de la même façon que l'exploration sociologique, donc le primat donné à la sociologie comme science à même de parler de l'homme de façon exclusive, et bien, de la même façon, l'antispécisme a donné à l'observation, cette fois biologique, des animaux, une primauté sur toutes les autres sciences. Et donc, à compter du moment où l'on s'est intéressé au comportement des animaux, d'abord, on a fait des découvertes stupéfiantes et on ne cesse de jour en jour d'en faire. Moi, j'ai été fasciné, par exemple, en faisant mes recherches, de découvrir cette histoire, vous savez, de la femelle gorille qui s'appelait Coco et à qui on a enseigné des milliers de signes, les signes de la langue des signes que parlent les sourds. On lui a enseigné des milliers de signes qui montraient à quel point ce primate était capable d'avoir une compréhension extrêmement subtile et complexe du langage. Donc, on fait des découvertes sur l'intelligence des animaux, parfois même sur leur intelligence collective, sur les formes de vie en société qu'ils inventent dans certaines espèces, qui sont fascinantes. Mais c'est en utilisant ces découvertes scientifiques comme étant les seules à même de rendre compte de ce qu'est l'animal et en comparaison de ce qu'est l'homme, que l'antispécisme passe de l'étude scientifique au discours idéologique. C'est-à-dire que oui, vous pouvez dire que du point de vue de la biologie, les différences entre l'homme et l'animal s'amenuisent, et même que l'idée de propre de l'homme devient de plus en plus insaisissable pour des chercheurs qui ont d'abord longtemps pensé que ça résidait dans le langage articulé. Manque de peau pour eux, on se rend compte que certaines espèces d'oiseaux ont aussi accès à un langage presque articulé. Alors d'autres ont dit c'est l'utilisation d'objets ou d'outils, oui, mais il y a aussi des primates qui peuvent utiliser des outils, et cela de façon très approfondie, bon, etc. Donc l'idée de propre de l'homme a reculé à mesure qu'on a fait des découvertes scientifiques sur le comportement des animaux, mais en revanche, considérer que ces découvertes épuise le discours philosophique, le discours rationnel sur l'animal et sur l'homme, c'est aller un peu vite en besogne. Et il ne faut pas oublier que les sciences sont reliées entre elles par une architectonie très savante, mais qui permet de les équilibrer et de ne pas donner à l'une trop d'importance par rapport à l'autre. Et donc que, par exemple, l'économie, la psychologie, la sociologie, tout le champ des sciences humaines, jusqu'à la littérature, la philosophie, etc., nous parlent de l'homme sous un jour très différent. N'importe quel historien de l'art, sans être grand clair, se rendra bien compte que les civilisations humaines ont érigé au fur et à mesure des siècles des œuvres d'un génie considérable auquel nul animal ne pourra jamais accéder, quelles que soient par ailleurs les découvertes qu'on fera sur son intelligence. Vous voyez, et donc si on ne prend pas ça en compte et si on n'étudie pas tous ces indices qui nous parlent de l'homme en tant qu'homme et pas seulement en tant qu'animal, alors on se condamne à avoir une approche purement idéologique de la question. Et je fais bien parce que vous me demandez dans votre question qu'est-ce qui fait que nous avons tendance à déprécier aujourd'hui l'humain et qu'est-ce qui fait que petit à petit nous nous sommes décentrés de nous-mêmes au point parfois de nous détester. Je crois que l'antispécisme prospère aussi à la faveur de cela. C'est parfois un discours qui repose aussi sur la mauvaise conscience de l'homme qui se découvre cruel, qui se découvre capable même aujourd'hui de commettre sa propre destruction et qui donc, ayant honte de lui-même et trouvant d'ailleurs aussi dans l'animal une figure de l'innocent, l'innocent avec un I majuscule, l'animal étant dénué de morale, il est par nature intrinsèquement bon, alors que l'homme, tout au long de son histoire, n'a fait que prouver justement à quel point son âme pouvait être corrompue. Et bien donc, on vient parfois à préférer cet individu parfaitement pur à nos semblables qui, eux, sont tous entachés quasiment du péché originel, retranscrit cette fois-ci sous sa version historique, c'est-à-dire en gros l'accumulation des motifs de honte qui, au travers de l'histoire des hommes, tendent à nous faire déprécier notre propre espèce. Ce décentrement, je crois, est lié à plusieurs choses. Et en ça, je rejoins tout à fait aussi Olivier Rey sur le fait que, en perdant petit à petit, pour des raisons sociologiques, pour des raisons historiques, le rapport que nous avions jadis avec le monde sauvage et le monde animal, nous avons fini par avoir une approche parfaitement abstraite des animaux, parfaitement intellectuels, intermédiés aussi par des œuvres, des représentations
qui ont changé en substance notre rapport aux animaux. Je m'étais intéressé par exemple au documentaire du commandant Cousteau qui pour la première fois ont présenté des animaux sauvages extrêmement désagréables jusque-là, sous un jour très sympathique. C'est évidemment pas la même chose de voir les loups aux portes du village menacer directement notre survie, ou de voir à travers l'œil du vidéaste la femelle louve prendre soin de ses petits au fond de sa tanière. Bon, et puis ensuite, vous avez eu Disney, et vous avez eu tout ce que vous connaissez maintenant, qui donc a construit la représentation de l'animal sous un angle très différent. Et par ailleurs, et ça, les antispécistes l'ont, je crois, bien compris, le processus de civilisation tel que le décrit Norbert Elias dans son approfondissement au cours des derniers siècles a eu tendance à nous éloigner de plus en plus de la vision de l'animal mort. C'est-à-dire que quand vous consommez aujourd'hui des produits animaux dans votre assiette, ils vous rappellent très rarement le gibier qui vient d'être tué lors d'une partie de chasse ou l'animal qui vient d'être égorgé à l'abattoir. L'industrie agroalimentaire. Je fais une parenthèse, c'est parce que vous n'avez pas encore d'enfants. Qu'est-ce que qu'ils en font de la charpie. Non, mais vous voyez bien que ça serait d'ailleurs pas très vendeur de des photos de ce qui se passe dans un abattoir et de les accoler sur l'emballage de votre steak haché, évidemment. Et d'ailleurs, par exemple, l'invention de la fourchette aussi, qui crée un intermédiaire entre l'assiette et la bouche, participe aussi de cela. Bon, et bref, aujourd'hui, on a bien sûr beaucoup de peine à considérer encore, lorsque l'on mange de la viande, qu'il s'agit d'un animal mort. Et cela, évidemment, ça montre bien que dans le processus d'alimentation, il y a une forme de désincarnation qui s'est créée petit à petit, qui fait qu'aujourd'hui, on s'alimente, comme l'a très bien dit Olivier Ray, parce que c'est un besoin, mais on s'alimente pas parce que on a soif de chair et encore moins de sang. Et c'est d'ailleurs très intéressant, quand on regarde dans l'histoire du végétarisme, de voir à quel point les grands végétariens, notamment de l'Antiquité, ne se sont pas tant opposés à la consommation de viande dans l'assiette, dans l'alimentation, qu'au sacrifice sanglant que l'on offrait aux dieux. Pour eux, c'était l'idée de répandre le sang de l'animal qui était en soi un acte de barbare. Et donc, il y a effectivement un refus du rapport à la chair qui se résout donc à travers d'abord la posture morale qu'est l'antispécisme et ensuite par le truchement de la technologie, c'est-à-dire que ce qui rend possible aujourd'hui l'antispécisme, ce sont un certain nombre d'innovations technologiques qui nous permettent de nous passer probablement de la viande et d'ailleurs de toutes les protéines d'origine animale dans notre alimentation, mais cela se fait en se complémentant par exemple en vitamine B12, des vitamines que l'on synthétise en laboratoire et qui remplacent, pour ne pas avoir un régime carencé en vitamines, qui remplacent les vitamines que l'on aurait trouvées naturellement dans la viande ou dans le poisson par exemple. Et ça se fera demain, ça commence déjà à se faire par la production à grande échelle de viande artificielle, donc c'est-à-dire produite en laboratoire à partir du développement de cellules souches animales que l'on fait se développer in vitro. Donc là, vous voyez bien qu'effectivement, on est parfaitement dans le registre de la désincarnation, c'est-à-dire qu'on décorrèle la consommation de chair avec la production de chair prélevée directement sur l'animal. Merci Paul. Olivier Ray, Paul Sugy a employé une formule clé, si je puis dire, majeure, qui est celle du propre de l'homme. Sur quoi peut-on refonder ce propre de l'homme alors que nous sentons bien, nous voyons bien, et Paul fait enfin vous-même faites le pont avec le transhumanisme, Paul a fait le pont avec le décolonialisme, on sent bien que ce qui vient, si je puis dire, est en train de nous faire sortir des cadres anthropologiques chrétiens, pour le dire vite. Et donc, sur quoi refonde-t-on ce propre de l'homme pour élever une digue, une barrière à ces propos fous, à ces folies, comme le dit Paul sur la couverture de son livre, à ce projet fou. Sur quoi on refonde le propre de l'homme? Comment est-ce qu'on le reformule? Peut-être que c'est moins ambitieux que ça, pour être un peu mieux entendu par nos contemporains. Alors, oui, c'est une question difficile que vous me posez. Peut-être n'est-il pas inutile ici, je pense, de s'attarder un instant sur un terme que, à juste titre, Paul Sugy cite dans son livre et étudie, qui est celui d'humanisme. Parce qu'il a trait directement à la place que l'on peut accorder à l'être humain.
il n'est pas inutile de réfléchir un instant sur la généalogie de ce terme. En fait, dans l'université médiévale, on distinguait d'une part les lettres divines, de l'autre les lettres humaines. Alors les lettres divines, c'est les lettres qui avaient trait aux écritures saintes, à leur étude, à leur méditation, à leurs commentaires. Et puis de l'autre côté, les lettres humaines, c'est celles qui avaient trait à la connaissance et à l'étude des autres textes, au premier rang desquels ceux légués par l'Antiquité païenne. Alors, on a pris coutume, à partir du XVIe siècle, de qualifier ceux qui étaient particulièrement versés dans l'étude des lettres humaines d'humanistes. Alors, Montaigne, par exemple, est un humaniste. Pourquoi? Parce qu'il est un grand lecteur de Plutarque. Quand on lit les essais de Montaigne, il fait très peu référence à la Bible, mais il fait beaucoup référence à Plutarque. Et c'est en ça qu'il est un humaniste, quelqu'un qui est versé dans l'étude des lettres humaines, par contraste avec les lettres divines. Alors, pour ce qui est du terme humanisme, comme Paul Sugy le mentionne justement dans son livre, ça n'est guère avant le XIXe siècle qu'on s'est mis à l'employer, et c'est devenu très rapidement une doctrine qui exalte les facultés humaines et qui prétend émanciper l'être humain de tout ce qui pourrait le transcender. Et je pense qu'il y a une formule de Diderot dans son encyclopédie qui résume le programme, c'est, dans les termes de Diderot, l'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. Bon, voilà, donc l'être humain a la position absolument centrale. Et l'humaniste devient, en tant qu'adepte de l'humanisme ainsi redéfini, devient alors celui qui reconnaît en l'homme la valeur suprême. Et l'humanisme est une façon de contredire la définition de nature façonnée à l'image de Dieu. Alors, le problème inhérent, et qu'a bien vu Rémi Brague, le problème inhérent à cet humanisme est qu'en voulant glorifier l'homme, en même temps, il lui retire les raisons que l'homme aurait de se glorifier. En perdant, si je puis dire, ses racines dans le ciel, en perdant sa divino-humanité, l'être humain n'est plus à ce moment-là qu'un vivant parmi d'autres. Et en ce sens, je prétends qu'un certain humanisme a pavé la route à l'antispécisme, puisque en coupant la singularité humaine de ce en quoi elle était fondée dans le cadre chrétien, qui était d'être à l'image de Dieu, si on supprime Dieu, à ce moment-là, l'homme perd également sa singularité et devient un être, un animal, une espèce animale parmi les autres. Et comme, encore une fois, il est très justement souligné dans le livre de Paul Sugy, l'antispécisme qui prétend élever les animaux au niveau de l'homme, en réalité, ne peut atteindre son but qu'en relativisant toutes les caractéristiques humaines. Alors certes, l'être humain il garde un certain nombre de caractéristiques, mais au même titre que n'importe quelle espèce a ses caractéristiques. Et donc les caractéristiques humaines ne sont pas plus remarquables que les caractéristiques des fourmis ou de n'importe quel autre animal. Alors, la question que vous posez, c'est comment redéfinir une place singulière de l'homme si on se passe de ce qui, au sein du christianisme, lui conférait cette singularité, qui était d'avoir été créé à l'image de Dieu. Alors, la première réponse que je donnerais, peut-être, c'est est-ce que véritablement il faut s'émanciper de ce cadre chrétien, de le mettre à la poubelle en disant maintenant, voilà, bon, on peut quand même, avant de mettre ça à la poubelle, on peut peut-être y réfléchir à deux fois. Il y aurait une autre réponse que je pourrais donner qui serait dans une lignée, je vais employer un gros mot, mais phénoménologique, au sens que Husserl l'a donné à cette nouvelle façon de faire de la philosophie. Et pour expliciter la chose, je vais me référer à un petit texte tardif de Husserl qui s'appelle, qui est publié sous le titre « La Terre ne se meut pas ».
Alors voilà un titre assez étrange, parce que, bon, évidemment, c'est une référence à la phrase que Galilée aurait prononcée lors de son procès en 1733. Il aurait été obligé d'abjurer publiquement sa croyance dans le fait que la Terre ne tourne autour du Soleil. Et après avoir abjuré publiquement, il aurait murmuré dans sa barbe en italien « Eppur si muove » et pourtant elle se meut. Et voilà que Husserl, donc c'est dans les années 1930, écrit ce petit texte « La Terre ne se meut pas ». Alors est-ce que ça veut dire que Husserl récuse le système de Copernic et veut revenir au système de Ptolémée où la Terre était censée occuper le centre du cosmos? En fait, ça n'est pas ça que veut dire Husserl. En fait, le vrai titre du texte de Husserl, c'est l'arche originaire. Terre ne se meut pas. Alors, qu'entend-il par là? Il veut dire que, pour dire que la Terre tourne autour du Soleil, il faut déjà savoir ce qu'est le mouvement et le repos. Et pour savoir ce qu'est le mouvement et le repos, comment un petit enfant apprend-il ce qu'est le mouvement et le repos? En comparant, en observant autour de lui des objets qui bougent et des objets qui ne bougent pas. Il y a des objets au repos et il y a des objets qui bougent. Mais comment apprécie-t-il que ces objets sont en mouvement ou au repos par rapport au sol terrestre qui n'est pas, qui est là même pas, si vous voulez, le sol terrestre, on ne peut même pas lui appliquer les notions de mouvement et de repos. C'est un référentiel absolu par rapport auquel on va voir que des objets sont en mouvement ou au repos. Alors, une fois qu'on a élaboré nos notions de mouvement et de repos, dans un second temps, on peut se dire « Ah, mais finalement, le sol que j'ai sous mes pieds, c'est la surface d'un corps céleste, d'un certain corps matériel, et ce corps matériel, je peux me demander s'il est en mouvement ou au repos par rapport à d'autres. » Mais vous voyez que ce que veut dire Husserl, avec son titre provocateur « La Terre ne se meut pas », c'est qu'un petit enfant, il ne peut pas être d'emblée copernicien, puisque, en fait, pour dire que la Terre tourne autour du Soleil, il faut savoir ce qu'est le mouvement et le repos, et qu'on ne peut l'apprendre qu'en passant par cette expérience d'un sol sous nos pieds par rapport auquel on construit les notions de repos et de mouvement. Et là, je dirais que, vous voyez, ce qu'on pourrait répondre phénoménologiquement aux antispécistes, c'est qu'avant d'être antispéciste, il faut d'abord devenir humain, et qu'on ne devient humain que à travers, en cultivant en soi la singularité humaine par rapport au reste du monde. Et vous voyez, en fait, c'est incroyable le retournement qui se passe, parce que les antispécistes vont nous dire que la singularité humaine, c'est une construction. Voilà, c'est une superstructure. Vous voyez, bon. Mais quand on regarde phénoménologiquement, c'est-à-dire en fait comment concrètement les choses se produisent, en fait, vous ne pouvez pas naître antispéciste. Vous pouvez seulement le devenir après une longue expérience. Et en fait, vous ne pouvez le devenir qu'en ayant grandi en tant qu'être humain, éduqué par d'autres êtres humains. Donc, en fait, en ayant développé en vous toutes les singularités humaines, pour ensuite, en fait, vous intéresser à d'autres êtres. Et c'est profondément humain, justement, d'arriver à se projeter dans d'autres êtres pour comprendre leurs intérêts. Justement, le lion qui poursuit la gazelle, il ne se pose pas du tout la question de la souffrance de la gazelle. Mais vous voyez, là, moi, je reconstruirais la singularité humaine. On pourrait la reconstruire d'une façon... C'est même pas construire, c'est la constater, si vous voulez. C'est qu'en fait, les antispécistes qui prétendent que la singularité humaine est une construction, en fait, ne se rendent pas compte que sans cette construction, ils ne pourraient pas être antispécistes. Et c'est là ce qui a profondément vicié dans leur position, mais comme dans énormément de positions, comme la négation du genre, enfin de la sexuation, ou des tas de choses comme ça.
Merci Olivier. Alors, cher Paul, j'imagine que vous brûlez de répondre, mais si vous le voulez bien, j'annonce d'ores et déjà à nos amis qu'on sera un peu en retard, mais on va quand même essayer d'accélérer un peu. Je voudrais quand même qu'on descende de quelques marches, si je puis dire, et qu'on parle un peu de politique. On aurait essayé encore une fois d'aller un peu plus brièvement. Le premier point sur lequel je trouve vraiment intéressant, sur lequel je voudrais vous interroger, c'est celui que vous faites, vous précisez dans votre livre que je cite, les finalités poursuivies par les écologistes et les antispécistes ne sont pas du tout les mêmes, dites-vous. Page 166. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, parce que ça paraît un peu paradoxal au premier abord. On aurait l'impression qu'en fait l'antispécisme est une catégorie de l'écologisme. Oui, c'est fondamental comme point. Vous avez probablement sur 95% des combats politiques autour de la question animale, vous verrez les antispécistes et les écologistes marcher main dans la main. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Grégory Doucet, le maire de Lyon, va établir un menu unique et sans viande dans les cantines de sa ville, il le fait au nom de considérations qui sont climatiques, à savoir les études, d'ailleurs contestables et contestées, qui font état d'un bilan extrêmement lourd en termes de rejet carbonique de la production de viande, quand au contraire l'agriculture céréalière serait beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Alors que lorsque Peter Singer, lui, va expliquer qu'il essaie de s'astreindre coûte que coûte et malgré son penchant pour la bonne viande à un régime strictement végétarien, il le fait cette fois au nom du respect qui est dû au bien-être de l'animal. On peut avoir toutes les raisons du monde d'être végétarien, mais les arguments climatiques et les arguments antispécistes en tant que tels ne correspondent pas du tout au même projet philosophique et politique. Et ce qui fait que les antispécistes s'opposent au projet écologique dans son ensemble, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, ils ne participent pas d'un certain nombre de combats communs, mais qui s'opposent au projet politique dans son ensemble, c'est qu'ils ne partagent pas l'idée selon laquelle il faudrait défendre l'environnement comme un écrin dans lequel l'être humain ensuite pourrait développer sa vie de la façon la plus heureuse du monde et puis ensuite le transmettre aux générations futures pour qu'ensuite à leur tour elles aient une vie heureuse et épanouie. Puisque cela, c'est encore une vision qui est anthropocentrée. Cette défense-là de l'environnement est une défense des espèces vivantes au nom de l'intérêt des humains, et d'ailleurs qui est régulée en fonction de nos intérêts à nous. C'est-à-dire que quand on va s'autoriser à prélever un certain nombre de ressources ou au contraire se l'interdire, on va faire des arbitrages qui ne sont centrés que sur notre propre bien-être et que sur nos propres intérêts. L'antispécisme, on l'a bien compris, c'est un décentrement de l'intérêt de l'homme qui étudie de façon équitable les intérêts de tous les individus. Et donc, à ce titre, par exemple, un grand combat écologique auquel l'antispécisme est parfaitement aveugle, c'est la préservation de la biodiversité. Évidemment, si vous protégez la biodiversité, vous protégez la diversité des espèces. Or, l'antispéciste, lui, explique que les espèces n'existent pas ou qu'elles n'ont pas d'existence, il n'y a pas de raison morale à vouloir privilégier telle ou telle espèce plutôt que telle autre. Il y a même des antispécistes qui utilisent certaines avancées scientifiques très récentes pour dire que les espèces, au sens de la classification linnéenne, sont un concept scientifique obsolète. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais je sais qu'ils utilisent notamment les études qu'on fait sur la virologie pour voir que on a un certain nombre de micro-organismes qui se transmettent très bien d'une espèce à l'autre, mais au contraire pas du tout au sein même d'individus d'une même espèce. Et ils utilisent ça pour inventer d'autres formes de catégorisation du vivant qui reposent sur d'autres critères d'observation scientifique. Donc vous voyez, dans tous les cas, l'idée de préserver la diversité des espèces leur est tout à fait étrangère. Parce que si vous souhaitez, par exemple, que lorsque vous vous promenez en montagne, vous puissiez contempler à loisir 10, 15 ou 25 espèces différentes de papillons, dont le chatoiement des couleurs va égayer votre promenade, eh bien, pour un antispéciste, c'est parfaitement inintelligible, puisque ce qui va compter, c'est le bien-être individuel de chaque papillon pris isolément. Et d'ailleurs, c'est une façon qu'ils ont de répondre à un argument qui a pu être développé, je l'ai entendu notamment dans la bouche d'Alain Finkielkraut, qui est de dire que l'homme a construit énormément de structures pour accueillir des espèces animales qui ne seraient aujourd'hui plus capables de vivre dans le monde sauvage. La plupart des espèces de vaches qui sont élevées par l'homme sont aujourd'hui maintenant rendues inaptes
à la vie sauvage. Et donc, si demain vous voulez libérer les vaches et les remettre au fin fond de la campagne, toutes seules et sans notre intervention, elles ne pourront pas survivre. Et donc, Alain Finkielkraut utilise cet argument en disant, mais vous voyez bien, les antispécistes n'aiment pas les animaux. Mais les antispécistes répondent à cela, que s'il faut que demain ou après-demain, la moitié ou les 3/4 des espèces animales aient disparu parce qu'elles étaient de toute façon incapables de se préserver dans l'existence de façon heureuse, eh bien tant pis, peu importe. Ce qui compte, c'est que au terme de ce processus-là, il ne reste que des individus dont la vie est viable. D'ailleurs, je fais une parenthèse ici sur un mouvement plutôt marginal, mais qui existe et qui est très révélateur au sein de la pensée antispéciste, qui s'appelle en anglais RWAS, R-W-A-S, pour Reducing Wild Animal Suffering, je crois, la réduction de la souffrance des animaux sauvages. Ce mouvement prône l'extermination volontaire par l'homme d'un certain nombre d'espèces sauvages, qui seraient, selon ceux qui réfléchissent à cela, incapables de vivre dans le monde sauvage sans éprouver un certain nombre de souffrances liées à leur inadaptation à la vie qui est la leur. Je crois savoir par exemple que des individus comme les pandas, parce que nous les avons pris sous notre aile au motif qu'ils étaient plus mignons que leurs congénères, sont aujourd'hui à peu près inadaptés à la vie sauvage, tout simplement parce qu'ils ne trouvent plus suffisamment de ressources alimentaires pour subvenir à leurs besoins. Bon. Donc vous voyez que l'écologie et l'antispécisme résonnent tout à fait différemment. Et par ailleurs, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit aussi sur la question technologique, qui pour moi est déterminante, je crois vraiment que le progrès technologique et l'effondrement civilisationnel vont de pair dans la mesure où pour remplacer une civilisation par une autre, il faut le truchement de la technique. Et on ne pourrait pas, par exemple, parler de transhumanisme et imaginer demain un homme immortel si on n'avait pas fait autant d'avancées sur la génétique, sur les nanotechnologies, bon, etc., etc., etc. De la même façon qu'on ne peut pas imaginer demain une alimentation 100% végane si on n'avait pas inventé les processus qui nous permettent d'éliminer la viande de notre régime alimentaire. Et bien donc, la technologie et le recours notamment massif à l'industrie du laboratoire, etc., est parfois clairement hostile à la préoccupation qu'on peut avoir pour l'environnement. Et l'antispécisme répond à cela, peu importe. Nous construisons un monde où peut-être que l'environnement dans le sens sauvage, dans le sens peut-être un peu primitif, le rapport à la nature tel qu'on peut le voir dans une forme d'écologie romantique, vous savez, c'est l'écologie inventée par la droite, c'est en fait la préservation des espaces naturels, les lois littorales, protection aussi des espaces forestiers en France, etc. Cette écologie romantique-là, donc, est tout à fait antagoniste au projet antispéciste qui, lui, veut donc régénérer l'ensemble du vivant, quitte à recomposer de façon parfaitement artificielle le rapport que l'homme entretient avec le vivant dans son ensemble. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais en tous les cas, ça montre bien que vraiment les antispécistes et les écologistes ne communient pas aux mêmes objectifs. Ça ne les empêche pas d'avoir des combats communs, mais le projet final est très, très différent. Merci Paul. Je vais vous poser une deuxième question assez brève aussi politique, mais j'invite tous ceux qui le souhaitent à ne pas hésiter à lever la main comme on peut le faire, vous le savez, sur Zoom, ou à nous adresser une question par écrit. On prendra 10 petites minutes ou un peu plus si nécessaire, mais pas trop, pour pouvoir répondre à vos questions. En attendant qu'elles affluent, Paul, une question un peu sommaire, mais peut-être pas tout à fait inintéressante. Il existe, en France en tout cas, on a une partie de nos membres et les équipes de Thomas More sont à Bruxelles, sont en Belgique, donc je ne sais pas si en Belgique il y en a, mais en France, nous avons un parti animaliste qui est à peu près anecdotique, encore que je crois qu'à Paris, au municipal, il a fait ici ou là des scores pas d'anecdotique. Est-ce que vous lui voyez une fortune politique ou est-ce que vous pensez que de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue électoral, on a bien compris que du point de vue des idées, et notamment dans l'université, ça progresse, mais du point de vue politique et électoral, vous lui voyez une fortune possible ou pas ? Alors, il y a plusieurs façons de vous répondre parce qu'en fait, il y a une question derrière la question que vous me posez et une question que vous ne me posez pas mais que je pressens quand même qui est quel rang va prendre le mouvement antispéciste demain. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la question électorale, mais on sait bien qu'elle n'épuise pas à elle seule tous les combats politiques et surtout toutes les victoires politiques possibles. Et donc, est-ce que l'antispécisme va se développer seulement de façon électorale ou est-ce qu'il a d'autres canaux ? Moi, je pense que c'est un combat qui passe par beaucoup de leviers d'action différents. Dans l'action purement politique,
Le parti animaliste, alors pour vous répondre avec de l'actualité très récente, je crois qu'en Île-de-France, il s'est allié avec la candidature des Insoumis, me semble-t-il, et donc il trouve maintenant à gauche des relais d'opinion, voire des alliances qui lui permettent justement d'inscrire ses propositions à l'agenda d'autres partis et d'autres offres politiques. Dans le livre, je ne m'attarde pas là-dessus maintenant, mais j'ai montré aussi qu'il y avait une filiation intellectuelle entre les principes du post-marxisme et l'antispécisme, dans l'obsession à vouloir identifier des catégories étanches de dominés et de dominants, dont l'antagonisme serait en quelque sorte explicatif de l'ensemble de l'histoire des interactions que nous avons à l'égard des animaux depuis maintenant le début de l'humanité. Donc, on voit que le combat animaliste peut être récupéré, c'est-à-dire que pris isolément, il ne porte pas un projet politique d'ensemble, c'est une revendication catégorielle, sectorisée, et donc aujourd'hui, il a plutôt vocation à rejoindre d'autres mouvements politiques plus larges, au sein desquels il va forcément faire du lobbyisme pour inscrire à l'agenda politique des mesures très précises qui iront du bannissement de certaines pratiques liées à la chasse ou à l'élevage, à certaines obligations, par exemple, c'est le fait de renforcer l'offre végétarienne dans l'alimentation scolaire ou la restauration en entreprise. Ça ira aussi ça prônera des investissements massifs dans les technologies que j'ai évoquées et sur lesquelles la France est encore un petit peu en retard. On a principalement aujourd'hui 2 startups qui développent des steaks artificiels. De ce point de vue-là, on est donc encore très en retard sur Israël ou sur la Californie aux États-Unis. Et donc forcément, bien sûr, il y aura un intérêt politique pour ces sujets-là avec des subventions massives, etc. Bon, etc., etc. Au-delà de l'aspect purement électoraliste, c'est-à-dire que oui, l'animalisme, pour vous répondre précisément, est un ressort électoral, pas suffisamment aujourd'hui pour devenir majoritaire, mais il n'a pas besoin de devenir majoritaire. Il suffit pour l'antispécisme qu'il sache s'adresser aux personnes qui sont aux manettes à un moment donné et qu'il leur inspire quelques éléments de programme, voire qu'il leur rédige des textes de loi. Et cela suffit. Il n'y a pas besoin, par exemple, que l'ensemble des Français communient aux thèses antispécistes pour qu'à l'Assemblée nationale, à la faveur de tel ou tel cavalier législatif déposé dans un projet plus large englobant la question de l'environnement ou je ne sais quoi, on fasse passer des mesures qui correspondent à l'agenda antispéciste. Et d'ailleurs, cela se fera d'autant plus aisément que ce sera en toute discrétion et sans que le projet d'ensemble soit révélé. On utilisera toujours tel ou tel cas particulier pour faire avancer ensuite un agenda plus large. Ensuite, voilà, je crois qu'il faut bien voir qu'au-delà du simple agenda électoral, l'antispécisme, comme toutes les formes de venin en général, commence d'abord par se répandre par la tête. Et je crois qu'il a déjà gangréné non seulement tous les milieux universitaires, dans la mesure où il y a eu une réelle explosion des recherches, que ce soit en master, que ce soit en thèse, sur la question animale, déclinée sous ses aspects moraux et philosophiques, mais aussi juridiques et politiques. Donc maintenant, ça touche aussi les facs de droit, les facs de sciences politiques. Par exemple, en droit, un ami qui est jeune chargé de cours me disait que quasiment une année sur 2, vous avez un des sujets de concours, que ce soit pour le barreau ou pour la magistrature ou les grands concours de juristes, qui pose la question de la transcription à venir de droit pour les animaux. Donc vous voyez que maintenant on commence à réfléchir à des applications pratiques qui passent par un lobbying très classique, c'est-à-dire à la fois discret, qui se fait dans certains milieux autorisés, qui se fait à la faveur souvent de l'émotion suscitée par telle ou telle actualité, qui est d'ailleurs souvent créée pour l'occasion. Donc ce sont les vidéos et les buzz sur les réseaux sociaux créés par L214 ou quelques associations comme ça qui font de l'agitprop très efficace. Mais je ne crois pas que les antispécistes rêvent demain d'accéder à la présidence de la République. Ils n'en auront pas besoin. Il suffit qu'ils aient l'oreille attentive de quelques décideurs politiques pour que leur calendrier puisse avancer. Nous avons une première question que je vous lis. Vous l'avez peut-être vu, comment ne pas être que sur la défensive dans le débat d'idées face aux antispécistes. Alors, le premier élément de réponse, Olivier Rey nous l'a dit, c'est quand même de reconnaître, de retrouver le trésor que constitue la singularité humaine. Paul, vous qui en fait, avez assez souvent affaire aux antispécistes, vous discutez avec eux, vous les lisez, etc. Comment répondriez-vous à cette question? Répondriez-vous à cette question, pardon, comment ne pas être sur la défensive? Oui, effectivement, ça m'arrivait assez souvent de discuter avec eux, au début de façon très cordiale, maintenant, hélas, de moins en moins. Mais cela dit, alors,
certains d'entre eux étaient quand même assez chaleureux parce que ils sont pas du tout inquiets. Ils sentent bien que le vent de l'époque souffle dans leur sens. Et que les thèses, les combats qu'ils portent ne sont pas encore tout à fait mainstream, mais sont en phase de l'être. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison valable de s'opposer frontalement au projet qu'ils portent. Et donc, en fait, ils ont la bonhomie, vous savez, du témoin de Jéhovah qui frappe à votre porte et qui ne vient pas pour vous assommer de concepts et vous expliquer que vous êtes un mécréant, mais au contraire, pour le plus gentiment du monde, essayer de vous proposer ses thèses. Et donc, du coup, voilà, ils prêchent et ils essayent d'être aimables, bienveillants, de répondre aux gens le plus gentiment du monde et sur un ton souvent courtois, parce qu'ils sont dans une démarche presque d'évangélisation. Donc, comment ne pas être sur la défensive? Il faut justement bien se garder de l'être, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une opposition frontale avec eux et les prendre à revers en étant désagréable ou en les traitant de tous les noms. Mais je crois au contraire qu'il faut faire l'effort, puisqu'ils mettent à notre disposition de façon saisissante tout un corpus de réflexions, de textes, de livres, mais aussi d'articles qui, notamment en France, sont réunis sous l'égide des cahiers antispécistes qui ont maintenant quasiment 30 ans d'existence et qui sont vraiment une réflexion continue sur la cause animale et la façon de lui donner une assise politique. Eh bien, je crois qu'il faut faire l'effort de les lire et il faut aller chercher très concrètement les failles, et on ne manque pas au bout d'un moment de les trouver dans leur raisonnement. Moi, j'en ai identifié une en particulier qui montre que l'antispécisme est un projet très utopiste qui ne se pose pas encore très concrètement la question des moyens, ou pas suffisamment encore. C'est que à tout bout de champ, les antispécistes disent ou écrivent ou répètent que le fait de donner davantage de droits aux animaux n'en ôtera en aucun cas aux hommes. J'essaie de réfléchir à cette objection sérieuse, puisque après tout, effectivement, on pourrait imaginer que on pourrait parvenir à un second optimum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de protéger au maximum les intérêts des humains. On pourrait imaginer demain protéger encore aussi ceux des animaux, mais sans heurter ou déprécier les nôtres. Et en fait, ça m'a paru impossible pour plusieurs raisons. D'abord, pour toutes les raisons intellectuelles ou philosophiques que nous avons évoquées pendant cette discussion depuis le début de la soirée, c'est-à-dire que la conception que développe l'antispécisme de l'humain et de l'animal, au fond, est dévalorisante, dégradante pour l'humain. Elle déprécie l'humain, voire elle le réduit à un être justement qu'un être de chair ou qu'un animal, alors qu'il est infiniment plus que cela. Et d'autre part, pour des raisons très concrètes, c'est que tôt ou tard en politique, lorsque l'on accorde des droits à quelqu'un, on finit par aussi chiffrer cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, et je dis ça sans aucune volonté de polémique, l'égalité, le principe de l'égalité est un principe extrêmement coûteux. Le budget des instances ministérielles ou administratives qui sont consacrées à la défense de ce principe ne cesse d'année en année d'exploser. On a en plus inventé des ressorts pour promouvoir l'égalité qui sont là encore en termes de politique publique extrêmement dépensiers, l'égalité des chances, etc. Et donc en fait on ne peut pas faire progresser l'égalité sans un moment ou à un autre renoncer à d'autres formes de politique. La politique résonne toujours de toute façon dans un système fini. Si on met des moyens ici, on en enlève là. Et donc j'ai essayé de réfléchir concrètement à des solutions pour le coup vraiment très prosaïques que les antispécistes défendent, par exemple lorsqu'ils prônent l'interdiction de la chasse. Aujourd'hui, la chasse n'est pas simplement un loisir de beaufs avinés, comme on peut parfois en avoir l'image dans des villes qui n'ont pas vu de chasseurs depuis longtemps, mais c'est avant tout une régulation du nombre d'animaux sauvages qui existent dans les campagnes. C'est le plus souvent fait en lien avec des agriculteurs qui savent très bien que si l'on laisse prospérer à un moment ou à un autre telle ou telle espèce, sanglier, parce que ça fait plein de dégâts, etc., eh bien, ce seront leurs propres cultures qui vont en pâtir. Et donc, en fait, si on veut interdire certaines choses, certaines pratiques par rapport aux animaux, tôt ou tard, ça veut dire qu'il faudra renoncer à certains
certains conforts dont nous jouissons justement parce que nous avons à l'égard de l'animal une attitude paternaliste. Et le nombre d'exemples qu'on pourrait prendre ne peut que se multiplier à l'infini. Je m'étais amusé aussi à imaginer qu'est-ce que ce serait demain de vouloir créer une sécurité sociale pour les animaux, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison, si vous croyez dur comme fer à l'idée que leurs intérêts sont équivalents aux nôtres, il n'y a pas de raison de ne pas inventer un système hospitalier, parce qu'aujourd'hui, une clinique vétérinaire, c'est très bien, mais on s'occupe des animaux seulement domestiques. Qui va soigner les animaux sauvages? Quelques associations tout au plus. Donc un système hospitalier pour les animaux sauvages, bon, etc., etc., etc. Donc par exemple, là, on a affaire à une faille logique que l'on peut expliquer tout à fait posément aux animalistes, qui est que l'argument qu'ils utilisent, à savoir que la promotion des droits des animaux n'entrave pas celle des droits humains, eh ben, est tout simplement faux ou de mauvaise foi, ce qui serait évidemment encore pire. Olivier Ray, peut-être pour conclure, est-ce que vous voyez quelques conseils pratiques ou attitudes intellectuelles à conseiller pour à la fois effectivement ne pas mésestimer la question du traitement des animaux, vous l'avez dit, vous y êtes sensible et à raison, et donc militer pour mettre fin à certaines pratiques objectivement condamnables, mais sans verser pour autant dans l'antispécisme. Comment retrouver un peu d'harmonie après notamment des décennies d'industrialisation intensive de la production alimentaire, sans tomber dans la détestation de l'homme? Comment est-ce qu'on se recale dans notre rapport à la nature? Tout cela, c'est une question difficile, évidemment, en peu de temps, navré. Oui, mais en fait, Parole conclusive. J'ai évoqué tout à l'heure le mot humanisme et le sens qu'il avait pris au XIXe siècle par rapport au sens qu'il avait pu revêtir encore au XVIe siècle. On ne parlait pas d'humanisme, mais d'humaniste en tant que personne qui était versée dans l'étude des textes anciens. Et je pense que cet humanisme à l'ancienne d'étude des textes anciens et médiévaux serait une très précieuse ressource, comme je l'ai dit, sur certains points. Par exemple, que la science moderne a des supériorités énormes sur la science des anciens et des médiévaux, mais sur certains autres points, ce n'est pas le cas. Et en ce qui concerne la pensée du vivant, encore une fois, je pense que quelqu'un comme la philosophie d'Aristote, si vous voulez, est une ressource à laquelle nous pouvons toujours puiser. Cette idée des différents types d'âmes et leur étagement, et qui permet d'articuler harmonieusement notre condition d'être vivant dans le concert du vivant, et en même temps de faire place à notre singularité. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une des conditions de possibilité de l'antispécisme aujourd'hui, ça a été la liquidation des études grecques et latines. Bon, d'ailleurs, maintenant, il paraît qu'aux États-Unis, il faudrait les supprimer parce qu'elles sont aussi véhicules privilèges blancs. Enfin, bref, on en arrive à des professeurs d'université en études anciennes qui prônent la destruction de leur propre discipline. En fait, Paul Sugy avait raison tout à l'heure quand il disait que les antispécistes, pour la plupart d'entre eux, sont assez bonhommes dans la mesure où, en fait, pour l'instant, ils ont le vent dans les voiles. Ils n'ont pas besoin d'être aussi agressifs que cela parce qu'ils sont vraiment dans l'air du temps. Et qu'est-ce que c'est que cet air du temps? Je dirais que, la manière le caractériser, c'est un nominalisme devenu fou. C'est-à-dire qu'à force de contester toutes les catégories avec lesquelles on appréhende et avec lesquelles on pense le monde, à force de tout déconstruire, qu'est-ce qui reste? En fait, il ne reste plus que des individus, des existences individuelles qui sont incommensurables les unes aux autres, puisque dès qu'on chercherait à les réunir dans une catégorie, cette catégorie serait abusive et il faudrait immédiatement la déconstruire. Et donc, on n'arrive plus, c'est ça le nominalisme, en fait, ce qui existe vraiment, ce ne sont que les individus, et toutes les catégories qu'on utilise pour parler, en fait, sont d'une certaine manière que des façons de parler, voire des abus de langage. Et la déconstruction, en fait, pour moi, c'est le nominalisme devenu fou, et au prétexte de rendre justice à chacun, eh bien, en fait, on en vient à
à ne plus pouvoir parler on en viendrait logiquement à ne plus pouvoir parler de rien, et dans la pratique, par exemple, à ne même plus, comme c'était dit au conseil municipal de Strasbourg, à se débarrasser des punaises de lit. Personnellement, je dois dire que j'ai eu une expérience extrêmement pénible dans mon appartement avec des punaises de lit. Et quoi que disent les antispécistes, je continuerai à lutter de toutes mes forces contre une prochaine, si jamais une prochaine invasion se produit. Mais là, vous voyez, en fait, on peut dire qu'aussi l'antispécisme, c'est aussi une nouvelle forme de ce qu'on pourrait dire l'antipatriotisme, si vous voulez. On n'a pas le droit de défendre sa patrie contre une autre, on n'a pas le droit de défendre son espèce contre une autre, etc. Enfin, c'est une forme de négation de soi qui est extrêmement répandue. Et donc, c'est ça qui explique que l'antispécisme n'étant qu'une version de cette négation de soi, elle peut avoir audience, et comme disait Paul, ils n'ont pas besoin d'être au pouvoir, d'une certaine manière, ils le sont déjà, quoi. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'ils sont dans une position qui est pour l'instant assez forte, mais qui est tellement délirante que je ne pense pas non plus qu'elle ait un très grand avenir. Parce que vous voyez, d'un côté, les antispécistes sont révoltés par les violences qui sont faites aux animaux, mais pendant ce temps-là, ils paraissent assez aveugles à ce qu'on appelle l'ensauvagement de la société. Alors je sais bien que, parlant de cela, je ne fais sans doute que céder à un fantasme et à une illusion d'optique, et que ce sentiment n'a aucun lien avec la réalité, mais enfin quand même, beaucoup de gens sont sensibles à cette réalité. Et là, on voit bien cet irréalisme total, où en fait, il faut se soucier du bien-être des rats dans les conduits d'égout, pendant qu'en surface, sur les trottoirs, l'insécurité croît. Voilà, donc c'est pour ça que je pense aussi que l'antispécisme, même s'il est porté actuellement par un certain air du temps, il est aussi condamné, je crois, à relativement brève échéance, à se heurter sur le mur des réalités. Puissiez-vous avoir raison. On va s'arrêter là parce que nous avons déjà pris un quart d'heure de votre temps. Je vais vous remercier infiniment l'un et l'autre. Merci, cher Paul. Merci, cher Olivier Ray, de cet échange absolument passionnant. J'invite vraiment les participants à lire le livre de Paul, à lire le premier livre de Paul. Ça n'est que le sujet, le livre de Paul. Et à évidemment lire et découvrir, si vous ne les connaissez pas, les livres d'Olivier Ray. Mille merci à tous les deux. Merci à tous nos amis qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine visio. Selon toute vraisemblance, c'est en train de se caler avant l'été. Merci à tous et à très bientôt. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Merci à vous.